Je pense que la question elle est plus fondamentale. Je parlais de l'art tout à l'heure, et je pense qu'on est dans la même chose quand on est dans la programmation. Je pense qu'on est dans les concepts, et je pense que les concepts, tant qu'on n'a pas d'IA, et je n'y crois pas, hein, je vous le dis clairement, qui soit consciente, on peut pas, enfin, à mon sens, on ne pourra pas accéder à ces concepts. Avoir des moments de doute, c'est normal, et c'est même plutôt sain, ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeurs à managers, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en l'excellente compagnie de Arnaud Revel, expert en réseau de neurones. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour à vous deux. On continue un petit peu notre série avec Serly, puisque tu as rejoint Serly récemment, il me semble. En novembre dernier. En novembre dernier. Voilà, donc on remercie et encore un petit coucou à Serly de nous avoir prêté des gens pour 2 sujets très intéressants. Donc, expert en réseau de neurones, peut-être on va te laisser te présenter déjà pour nos auditeurs et nos auditrices, et puis ensuite on va parler un peu du programme. Alors, j'ai un parcours un peu particulier parce qu'en fait, je suis maintenant donc chez Serly. Mais pendant 30 ans presque, j'ai été dans le service public, puisque j'ai été donc enseignant-chercheur, d'abord maître de conférence, puis après professeur des universités. Et puis j'en ai eu un petit peu marre de ce monde-là qui est en train malheureusement de partir à volo. Et donc je me suis lancé dans la grande aventure. Voilà. Juste un petit rapidement ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé en faisant des études d'ingénieur en électronique. J'ai fait une thèse en robotique, mais aussi en modélisation neurobiologique. Et puis ensuite, j'ai rejoint un laboratoire de psychiatrie à la Pitié-Salpêtrière. Tout ça, alors les 2 choses, c'était pour faire de la robotique. Je faisais de la robotique humanoïde et puis interactive. Et puis en 2009, j'ai quitté la région parisienne puisque c'était en région parisienne que je faisais ça. Et je suis arrivé dans la région Nouvelle-Aquitaine, à La Rochelle. Voilà. Très bien. Et du coup maintenant donc dans le privé et notamment à Serly, donc on le rappelle une ESN à Poitiers. Quel est ton rôle à Serly maintenant? Alors en fait là je suis expert IA, ils m'ont recruté pour ça, pour développer à la fois donc une expertise auprès de clients sur l'IA, mais aussi pour faire des formations en IA. Et donc là on a ouvert justement tout un tas de formations autour des large language models, mais pas que, donc tous les réseaux de neurones dans un sens large. Excellent. Très clair, merci. Donc, quand on a préparé, quand on s'est rencontrés, du coup, il y a quelques semaines, on a échangé un petit peu avec Arnaud, voir où est-ce qu'on pouvait créer de la valeur dans le podcast. Et Arnaud a très justement partagé que le concept d'IA en tant que tel n'était pas vraiment nouveau, même si aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle beaucoup et on a l'impression que c'est une grande révolution. En fait, c'est quelque chose qui a été c'est tout un continuum quelque part avec bref, Arnaud en parlera mieux que moi, mais du coup on s'est dit que ce serait intéressant de faire une sorte de rétrospective, un petit peu de prendre un peu du recul sur l'IA tel qu'on l'entend aujourd'hui, et prendre un peu de recul et regarder un peu ce qui a été fait avant, et puis d'où tout ça vient, et qu'est-ce qu'on peut attendre peut-être pour le futur.
Oui. Si je peux juste reprendre la main, bon, en effet, moi je suis toujours impressionné quand on parle de l'IA. Il y a toujours une nouvelle acception de l'IA. Donc, et c'est souvent rythmé avec le rythme médiatique, si je puis dire. Donc, en fait, si on écoute les médias, ben voilà, l'IA, elle a commencé l'année dernière avec ChatGPT, même si en réalité, elle existait largement avant. Donc ça, c'était l'IA, voilà, tel que maintenant quand on parle d'IA, c'est ChatGPT, c'est les large language models, c'est ce genre de choses. Mais en fait, si on va 5 ans en arrière, bah, c'était plutôt tout ce que faisait Google autour de la reconnaissance des visages ou par exemple MediaPipe, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un outil assez fabuleux pour on l'utilise nous justement auprès de la Maïf pour reconnaître les visages et puis pour faire des choses en ayant reconnu ces visages. Mais ça, c'est des choses qui est donc étaient issues d'un autre courant de l'IA qu'on appelait l'IA à l'époque déjà et qui avait fait la révolution en 2012 qui était donc ce qu'on a appelé la révolution du deep learning. Donc le deep learning, c'est des réseaux de neurones. Alors le deep, ça vient de deux choses. C'est d'une part, ils utilisent énormément de données. C'est un peu comme les large language models, c'est à la fois beaucoup de données et puis des réseaux qui sont avec beaucoup de paramètres. Et là, de la même manière, le deep learning, c'était beaucoup de données et des réseaux qui étaient de plus en plus profonds, hein, d'où le deep, hein, c'est-à-dire des réseaux où il pouvait y avoir 50 couches, 100 couches de neurones, ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. Il faut voir que c'est arrivé à un bon moment où on avait à la fois les outils techniques qui permettaient de le faire, en fait les GPU. Hein. Les GPU ils se sont démocratisés à ce moment-là grâce au gaming en fait, hein, en réalité. Donc c'est le gaming qui a permis de faire des calculs en parallèle. Et puis en même temps, on a eu des petits concepts qui sont arrivés donc autour de la possibilité d'apprendre des réseaux de neurones qui étaient très très larges, voire même des théorèmes mathématiques qui permettaient de prouver que ça pouvait converger. Donc tout ça, ça fait un fabuleux mélange qui a permis d'arriver au deep learning et avec toutes les applications qu'on a pu avoir derrière en reconnaissance. Si tu devais, prendre par exemple 3 points marquants selon toi, puisque là on dit il y a eu des innovations à 5 ans, il y en a aujourd'hui avec les LLM et tout ça. Si tu devais citer, sur la temporalité qui te paraît la mieux, mais les 3 plus grosses avancées qu'on ait faites, je te laisserai les citer. Je serais intéressé de voir si par exemple là la poussée des LLM, tu la considères comme une avancée majeure ou plus là je parle vraiment au niveau de l'IA d'un point de vue, pour préciser, je parle pas forcément dans l'utilisation, mais vraiment dans le terme d'innovation qu'on a fait dans ce domaine particulier. Si tu devais citer trois points marquants, lesquels seraient-ils? Alors le premier, bah, c'est simplement l'invention des réseaux de neurones. Et l'invention Ouais. des réseaux de neurones, c'est très très ancien puisque c'est 1943. Donc c'est McCulloch et Pitts qui ont inventé ces réseaux. Et à l'époque, ils voulaient pas montrer du tout, enfin, comment dire, ils voulaient montrer que le cerveau fonctionnait comme un ordinateur. Il faut replacer aussi dans le cadre historique, hein, les ordinateurs, ils venaient de sortir. Mmh. Et les ordinateurs, c'était des 0 et 1. Et ils voulaient montrer que le cerveau, et donc les neurones qu'on connaissait depuis assez peu de temps, hein, 50 ans avant ça, enfin à peine, en fait, ils voulaient montrer que ça fonctionnait avec des 0 et des 1. Donc c'était ça leur challenge. Euh, une deuxième étape, alors je vais peut-être en faire 4 hein, finalement. Une Ça deuxième passe. étape, c'est l'invention de l'apprentissage dans les réseaux de neurones. Mmh. Donc qui est venu d'une part d'une intuition d'un psychologue qui s'appelle Donald Hebb quelques années après McCulloch et Pitts, et puis surtout l'invention de systèmes d'algorithmes qui étaient capables de calculer ces apprentissages dans les années 50. Donc on pense bien sûr au perceptron. Le perceptron, c'est le réseau, le premier réseau qui a été un réseau qui a pu apprendre des choses. Bon, il y a eu différentes choses qui étaient intéressantes, mais c'est vrai que si on revient dans plus près de nous, oui, je crois que clairement le deep learning, c'est une grosse avancée. Ça a permis effectivement de faire des choses qu'on
pouvait pas faire avant, de rendre, comment dire, alors résolubles, hein, si je puis dire, des problèmes qui étaient jusqu'à présent dédiés à l'humain. Et c'est quand même ça le sens premier d'intelligence artificielle, c'est faire faire par une machine quelque chose que pourrait faire un humain, voire mieux le faire encore. Et puis évidemment, les LLM, c'est une grosse rupture aussi. Et alors pourquoi je trouve que c'est une rupture particulièrement intéressante, c'est qu'elle démocratise la notion d'intelligence artificielle, voire même, j'irais plus loin que ça, la notion de programmation, puisque finalement n'importe qui maintenant peut, en utilisant le langage naturel, demander à une machine, voilà, résous-moi ce problème en ayant un certain niveau d'expertise. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Alors, c'est vrai pour ça, mais c'est tous les dérivés des LLM, hein. Je pense à Midjourney, je pense à Stable Diffusion, ce genre de choses. Donc, tous les générateurs d'images, voilà, où on peut finalement décrire avec des mots quelque chose qu'on aimerait voir sous une forme picturale. Et je trouve ça même particulièrement intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'art. Je trouve que ça rend accessible l'art à des gens sans être artisans de l'art. Je ne sais pas si vous voyez la distinction. Souvent, alors ça se fait de plus en plus. Par exemple, Jeff Koons, c'est un exemple typique. C'est le type qui ne met pas les mains dans le cambouis, mais pour autant, il crée. Et je trouve que justement, ces intelligences artificielles, ces systèmes générateurs d'images, ça permet à n'importe qui d'accéder à l'art sans pour autant maîtriser les techniques artisanales qui sont les techniques artistiques. Ouais, très, très intéressant. Il y a quelque chose que tu as dit, j'aimerais du coup préciser, parce que c'est aussi une notion où très souvent on a du mal à définir exactement comment est-ce qu'on définit la programmation, comment est-ce qu'on définit la barrière avec l'IA, à quel moment on est sur du deep learning, ou est-ce qu'on est vraiment en face d'une intelligence artificielle avec toutes les définitions que les gens peuvent en avoir. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Je te reprends. L'IA, enfin, l'intelligence artificielle, c'est quand la machine est capable de faire quelque chose à la place de l'humain ou mieux que l'humain. Je vais poser une question un peu bête, mais si on part de ce principe-là, techniquement, quand on a une calculatrice en ligne, on pourrait déjà être face à de l'IA, puisque par exemple, si je dois multiplier 12 587 et multiplier par 8, le résultat, l'ordinateur va me le donner en à peine une fraction de seconde, alors que moi, je vais quand même devoir la poser et ça va me prendre quelques secondes de la calculer. À quel moment est-ce qu'on peut définir qu'on est dans de l'IA ou on est simplement dans de la programmation ? Quelle est la limite que tu fixes, ou du moins la distinction que tu en fais de ton point de vue ? Pour moi, justement, la distinction, elle n'est pas si simple que ça. C'est que c'est un curseur qu'on va mettre et peut-être que à un moment donné, on aura mis le curseur à un certain niveau et finalement quelques années plus tard, justement, en fait, ça sera passé dans une automatisation, hein, de la même manière que si tu te replaces toujours dans le passé, j'aime bien les concepts historiques, hein, mais si tu regardes la Pascaline ou la machine que faisait Leibniz, Oui. c'était pour faire des calculs, hein, pour simplifier la tâche de l'humain. Et à l'époque, on pourrait considérer que c'était des systèmes d'intelligence artificielle. C'était des systèmes qui permettaient de démultiplier la capacité de calcul de l'humain simplement avec des systèmes mécaniques. Voilà. Et puis après, Babbage, on peut citer Ada Lovelace, qui a programmé la machine de Babbage. Voilà, c'est des gens qui, je pense, qui étaient à la limite entre justement programmer et puis créer quelque chose qui générait quelque chose qui dépassait l'humain, puisque finalement c'est ça, c'est dépasser les capacités de l'humain. Voilà. Au niveau du LLM, donc ce que je trouve intéressant, et pareil, tu l'as dit aussi, c'est que jusqu'à maintenant, quand on avait un problème généralement technique qu'on voulait résoudre, on faisait appel à des ingénieurs, principalement à des solutions qu'on appelait de software, parce qu'on devait rajouter une couche entre le problème, l'humain qui exprimait un besoin, la machine dont on savait qu'elle pouvait d'une manière ou d'une autre répondre au problème, et on faisait appel aux ingénieurs, puisque c'est eux qui arrivaient un petit peu à servir on va dire, de traducteur entre un besoin dans le vrai monde et dire à la machine, j'ai besoin que tu fasses ça. La plupart des gens ne pouvaient pas le faire, c'est pour ça qu'on a des développeurs. Aujourd'hui, comme tu dis, on peut littéralement dire à la machine, voilà exactement ce que je veux faire, et la machine va être capable de résoudre un problème, généralement assez simple. Une question qui revient, et on l'a déjà posée à d'autres personnes, et c'est pour ça que je te la pose, même si c'est
pas vraiment basé vraiment sur l'IA, mais plus là pour le coup les LLM. Quel est, de ton point de vue, l'impact que peut avoir ce genre d'intelligence artificielle, principalement les LLM, sur le métier de développeur, sachant qu'on a vu qu'il y avait, alors je crois que c'est Gemini, leur plus gros modèle, le Ultra, qui a réussi à renouveau passer des tests de coding qui étaient incroyables. Mais encore une fois, il y a toujours cette barrière de ça marche sur un problème donné, mais à chaque fois qu'on l'amène dans un système qui, bien évidemment, est beaucoup plus complexe, les IA sont complètement, pas inutiles, mais n'arrivent pas à raisonner dès le moment où la complexité est trop grande, de par la taille d'un système informatique. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je pense que tu as mis le doigt dessus, parce que en fait, une IA généraliste, Zuckerberg, il a beau vouloir en faire une, et tous, ils veulent en faire une, et en fait, on sait que ça marche pas. Ça marche pas parce que, et même philosophiquement, il y a même des gens qui ont parlé dans ce qu'on appelle le frame of reference problem, voilà, ou le problème de la chambre chinoise. Je sais pas si vous avez entendu parler, donc ça c'est les philosophes qui parlent de ça, un Searle. En fait, voilà, on atteint un niveau de complexité qui est tel que effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire si on veut atteindre si tant est qu'on y arrive un jour, atteindre des IA comme ça. Et donc, je crois beaucoup plus à des IA qui sont plus spécifiques, qui seront experts d'un domaine. Alors, je vais aller tout de suite à l'essentiel, hein. Il y a une boîte française qui s'appelle Mistral, qui génère ce genre d'outils, hein. Et je trouve que c'est assez pertinent parce qu'ils font des modèles beaucoup plus petits, hein. Donc, au lieu des 175 milliards de paramètres qu'on peut avoir dans GPT-3, on se retrouve avec 7 milliards de paramètres, donc on est quand même beaucoup moins. Mais on est sur un domaine particulier. Et là, dans ce domaine-là, ça peut être intéressant de l'utiliser. À ce moment-là, il sera réellement expert et sans doute meilleur que l'humain. Bon, alors ils font même des mixtures d'experts, hein, donc ils en mettent 8. On est toujours inférieur aux 175 milliards. On se rapproche un petit peu, mais on est quand même un peu moins de la moitié. Donc voilà, je pense que ça c'est intéressant. Maintenant, au-delà de ça, je pense que la question elle est plus fondamentale. Je parlais de l'art tout à l'heure, et je pense qu'on est dans la même chose quand on est dans la programmation. Je pense qu'on est dans les concepts, et je pense que les concepts, tant qu'on n'a pas d'IA, et je n'y crois pas, hein, je vous le dis clairement, qui soit consciente, on peut pas, enfin, à mon sens, on ne pourra pas accéder à ces concepts. Or, pour moi, hein, c'est un art aussi de programmer. Euh, euh, Cet art, il se pratique sur la base de concepts. Donc, je pense que pour une IA puisse nous servir en programmation, il faudra avoir décortiqué et donc finalement expliciter les concepts de manière à ce à ce que cette IA puisse bien l'implémenter. On voit bien, enfin, je sais pas si vous l'avez testé, quand vous lui lancez des choses, vous lui demandez de programmer quelque chose. Alors déjà, il faut avoir un œil quand même assez vif parce que des fois, vous relancez 3 fois le générateur ChatGPT, il vous donne 3 fois des solutions détestables, on va dire, je vais dire comme ça. Et puis la dernière fois, c'est bien, c'est exactement ce que vous vouliez, mais en fait, vous auriez pu l'écrire vous-même, en fait. Peut-être que, voilà. Ou guider un système. Donc hier, je participais à une réunion sur le CodeGen, et effectivement, le CodeGen peut être intéressant pour une étape intermédiaire. Voilà, même si j'avais des questions par rapport à ça, en me disant que peut-être que une partie du CodeGen, en fait, pourrait être euh, pas complètement supprimée, mais améliorée par des outils d'IA. Donc voilà, je pense que encore une fois, hein, faut pas être manichéen. Je pense que ça va se faire progressivement dans le temps. Il va sûrement y avoir plein d'autres technologies qui vont arriver, et peut-être des technologies autres que les LLM, que le deep learning, hein. Moi, c'est ma longue expérience là, et puis même l'expérience de l'IA depuis qui me fait dire ça, c'est que on voit apparaître des choses, puis encore des choses, et à chaque fois il y a ce côté de nouveauté. On vient d'exploser les barrières technologiques, et c'est hyper intéressant. Mais voilà, en fait, on essaye toujours de se projeter. C'est assez marrant parce que dans les années 60, 50, 60, il y avait des gens qui disaient, dans 20 ans,
on a plié le game et l'IA, elle aura résolu, elle sera aussi intelligente qu'un humain. Voilà. Et ça, c'était en 1960, et je pense qu'on a fait à peu près les mêmes prédictions en 1970 avec les systèmes experts. On a fait les mêmes prédictions en 1980 avec d'autres systèmes encore. On a fait en 90 avec les SVM. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces bêtes-là, les Support Vector Machines, donc qui est la base théorique du machine learning. Donc voilà, en fait, il y a toujours cette fuite en avant où on prédit dans 20 ans. En 20 ans, je pense que c'est symbolique, hein, c'est une génération, et donc on se dit, c'est pas dans notre génération, mais la prochaine génération connaîtra ça. Ok, top, merci. Ouais, donc finalement, si je résume, on est toujours sur la création de nouveaux outils, de la même façon qu'on a des bombes de peinture maintenant qui permettent de faire une certaine technique, si on reste sur l'art, qu'on n'avait pas avant. Ça ouvre des nouvelles portes, ça démocratise ça démocratise un certain un ensemble de techniques, ça les rend plus accessibles et donc au plus grand nombre, mais ça remplace pas le fait que ça reste un outil comme quand on parlait de la calculatrice tout à l'heure. Finalement, voilà, c'est une extension et c'est un outil qui est de plus en plus complexe et qui peut faire de plus en plus de choses, mais on n'est toujours pas sur quelque chose de généraliste, et de ce que je comprends, c'est même pas attendu. Oui, oui. Ben, alors, pour plein de raisons, il y a une toute simple, hein. On dit 75 milliards de paramètres, c'est énorme. Si on prend le cerveau humain, il est entre 10 et 100 milliards de neurones. Alors, voilà, on y est hein, dedans. Mais sauf que chacun de ces neurones a en moyenne 10 000 connexions. Donc là, il faut faire un 10 puissance 10 fois 10 puissance 5, et on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. Donc, il faudra encore quelques années, mais ça peut venir assez vite, hein. Il y a un bon exemple avec le Go. Voilà. En 97, il y avait Deep Blue, en fait Deeper Blue, qui battait Kasparov aux échecs, et depuis, il n'y a plus aucun système, enfin, il n'y a plus aucun humain qui est capable de battre un système informatique. Voilà. Et donc le taux de branchement du jeu d'échecs, c'est 34. Voilà, c'est enfin 30 et quelques. Donc ça veut dire à chaque coup, il y a 30 coups possibles. Si on se place 10 coups en avant, bah, c'est 30 à la puissance 10. Hein, c'est facile à calculer. Et le Go, c'est 100. C'est 100 coups en moyenne. Et donc ça semble énormément plus compliqué. Et pourtant, en 20 ans, c'est le temps qu'il a fallu. Il a fallu 20 ans seulement pour arriver à résoudre le problème du Go. Et pas du tout de la même manière, hein. Donc la version Deep Blue, c'était donc ce qu'on appelait alors ça s'appelait de l'IA à l'époque, hein. Et on appelle ça maintenant de l'IA classique. Une fois qu'on est passé au réseau de neurones, on appelle ça classique tout ce qui est avant soi. L'IA classique, eh ben, elle était symbolique, elle était mathématique. Euh, et donc, elle décrivait le monde, les coups possibles en fonction d'un arbre de recherche. Et en fait, dans cet arbre de recherche, on retrouve la meilleure solution. Sur le Go, c'est pas du tout la même chose. L'idée du Go, c'est d'apprendre à un moment donné le meilleur coup à résoudre pour peut-être dans 50 coups réussir à battre la personne en face. Et alors vous savez comment ça a été créé. Alors il y a eu deux techniques, hein. Il y a une technique où il fallait donc c'est des parties, ils ont donné plein de parties d'humains euh, à faire apprendre au réseau, et puis ils ont joué. Alors l'équivalent de plusieurs millions d'années, hein, moi j'ai calculé quand même, ça serait plusieurs millions d'années pour un être humain, parce que si on regarde le nombre de coups, et je considérais que voilà, on jouait 10 parties de Go, 10 parties de Go par jour, ce qui est déjà beaucoup, il me semble. Eh bien, voilà, il faudrait des millions d'années. Donc, bon, c'est juste pour remettre les choses au niveau. Et la deuxième, bah, on a mis simplement un algorithme devant le même algorithme. Et puis, à chaque fois qu'il jouait une partie, bah, les deux algorithmes, enfin, c'était la version N et la version N plus 1, eh bien, ils renforçaient, et puis on continuait comme ça. Et là, du coup, ex nihilo, finalement, le système a été capable d'apprendre à jouer avec les règles du jeu de Go. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'humain, donc le champion de Go qui a été battu, il était un peu désarçonné parce qu'en fait, il jouait d'une manière qui était complètement inhabituelle. Et c'est là qu'on voit en fait que, en fait, dans le jeu de Go peut-être à l'humain, enfin jouer à la manière humaine, en fait, c'est
pas seulement les règles du jeu qui comptent, mais aussi toutes les règles sociales qui se trouvent autour de ce jeu. Et donc voilà, moi ça m'intéresse beaucoup en fait ce genre de paradoxe en fait en réalité. Tant qu'on est à parler de Go et d'échecs, il me semble, alors tu vas me corriger si je dis des bêtises, mais il me semble que maintenant il y a des tests qui sont faits, qui ont été faits avec du deep learning, notamment sur les échecs, pour essayer de résoudre les échecs, de faire de l'apprentissage comme ça sur les échecs, mais sur un réseau de neurones, de le mettre en face de la version IA classique, comme t'en parlais, et là encore, on avait quand même un résultat qui était qui était meilleur. C'est-à-dire le réseau de neurones battait la version vraiment branchage algorithmique. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, comment ça se fait? Alors tu me l'apprends, je connais pas, mais j'aurais une hypothèse. D'accord. Si c'est vrai. Voilà, j'aurais une hypothèse qui est donc les jeux d'échecs actuels, ils sont basés sur des systèmes à base de règles, hein, lesquelles règles sont issues d'humains. C'est-à-dire que par exemple la différence entre Deep Blue qui a été battu par Kasparov et Deeper Blue l'année d'après qui a battu Kasparov, c'est que en fait il y a tout un tas de grands maîtres internationaux qui ont donné des évaluations supplémentaires à Deep Blue pour être capable de battre Kasparov. Alors ils n'ont pas donné directement la solution, mais en fait ils ont amélioré en fait l'algorithme d'évaluation d'un état du jeu. Et donc ça, c'est les systèmes actuels, ils utilisent toujours ce genre d'IA. Hein, et c'était pas la peine de changer. Et donc si d'aventure le jeu d'échecs, alors encore une fois, hein, voilà, j'ai pas la source, donc mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'en fait justement, on est dans le même cas du Go de tout à l'heure, c'est-à-dire que derrière toutes ces techniques de grands maîtres, bah, il y a des aspects sociaux liés au jeu d'échecs lui-même, hein, d'autant plus que c'est c'est hiérarchisé. Enfin voilà, il y a le Hello, il y a tout ça qui font que il y a ne serait-ce qu'on dise, il y a des maîtres, il y a des grands maîtres, il y a une sorte de hiérarchie, une sorte de caste de jeu d'échecs. Donc voilà, ça m'étonnerait pas parce que en fait, la l'IA au sens réseau de neurones, elle est complètement agnostique à qui y a en face. Et c'est d'ailleurs peut-être, ça va peut-être être, enfin, c'est déjà un problème en fait. J'allais dire, ça va être un problème. C'est déjà un problème parce que si on regarde les LLM, je sais pas si vous avez vu les ChatGPT, il est en train d'être de moins en moins bon, ChatGPT. En tout cas, il est en train de moins s'améliorer. Et pourquoi il s'améliore moins? Parce qu'on lui met plein de règles pour qui disent pas de bêtises, qui disent pas de gros mots, qui heurtent pas telle ou telle personne. Et le fait de mettre ces règles-là, c'est des règles sociales. Donc c'est important dans le cadre de l'utilisation des LLM. Mais par contre, pour l'intelligence pure entre guillemets, l'IA pure, en fait c'est sans doute un frein. En tout cas, c'est ce que semble montrer, voilà, justement, la baisse de performance des nouvelles versions de ChatGPT. On a beau augmenter le nombre de paramètres pour essayer d'avoir la fameuse IA qui est omnipotente, mais comme il y a toujours des humains derrière qui vont reclasser les données pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou les classer plus ou moins, ou il faut pas dire de gros mots, oui il faut pas voilà, il faut pas parler de sexualité, ce genre de choses, ou de politique. Enfin voilà, eh bien voilà, on passe à côté d'un certain nombre de choses. Donc finalement, on revient à notre problème beaucoup plus cadré du jeu d'échecs ou du Go, hein, mais c'est la même chose. Ça fait 2 fois que tu le mentionnes, donc là tu viens de dire du coup l'intelligence intelligence artificielle omnisciente. Juste avant, tu parlais de consciente. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, à nouveau les mêmes questions un peu qu'avant, mais comment est-ce que tu le définirais et de ton point de vue, est-ce que c'est quelque chose qui tient toujours de la science-fiction ou est-ce que c'est quelque chose où on tend à arriver à un moment donné, comme tu le dis, voilà, enfin là c'était l'exemple parfait avec le jeu d'échecs face au jeu de Go, où on parlait d'une puissance qui est complètement différente. Pour autant, en 20 ans, on y est arrivé. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un futur
proche ou pas, on parle de 10, 20, 30 ans, mais d'imaginer voilà, que les GPU, on continue à grossir comme pas possible, qu'on continue à avancer dans la découverte de comment optimiser les réseaux neuronales ou ces choses-là. Est-ce que on parle de quelque chose qui est tangible ou est-ce que vraiment ça reste de la science-fiction, on ne pourra jamais y arriver? Et est-ce qu'il y a d'autres contraintes à rajouter au-delà de la puissance de calcul et du nombre de neurones qu'on peut créer? Est-ce qu'il y aurait quelque chose en plus à rajouter? Alors, ta question, elle est complexe parce que déjà, la conscience, je crois que même en psychologie et en neurobiologie, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Et donc, comme on ne sait pas ce que c'est, il y a un côté un peu magique. Alors, moi, je suis pas, voilà, je suis je crois en la science et c'est tout ce en quoi je crois. Et donc, je pense que, voilà, il y a un moyen, euh, la conscience, elle émerge de quelque chose, elle émerge du matériel. Donc, si on a réussi à le faire avec des systèmes biologiques, dans l'absolu, on pourrait peut-être y arriver avec des systèmes qui sont artificiels. Alors, pour autant, euh, je pense que ces systèmes biologiques, ils se construisent dans le temps et ils se construisent comme des systèmes dynamiques, avec des systèmes dynamiques internes. Voilà, on est bourré de systèmes dynamiques, hein, que ce soit la cellule qui se maintient en permanence dans un état. Hein. Alors, il y a Varela qui aurait dit une autopoïèse, voilà, donc on appelle ça comme ça, donc dans un état autopoïétique. Euh, c'est à tous les niveaux. Donc, les cellules, ça forme des organes. Les organes, ils sont en lien les uns avec les autres. Parmi tous ces organes, il y en a un qui est, paraît-il, au-dessus des autres, qui s'appelle le cerveau. Il coordonne un peu tout ça. Même si on sait que maintenant, il y a des systèmes, ne serait-ce que les systèmes hormonaux, ils font que le corps, il quand même participe beaucoup en fait à l'intelligence. Le système même de digestion, hein, vous savez on a un microbiote qui apparemment aussi participerait à ça. Donc tout ça, c'est plein de systèmes dynamiques qui sont en interaction avec le monde, lequel monde est lui-même extrêmement complexe. Voilà. Et parmi le monde, il y a des gens qui sont comme nous et qui partagent des propriétés, et donc il y a le monde social. Donc il y a énormément de complexité, une complexité incroyable. Et, et là où je crois, mais en fait, je me positionne par rapport à certains philosophes. Hein. Donc, on parlait de Searle tout à l'heure, on peut parler de Arnaud aussi. C'est des gens qui disent un système qui est isolé, puisque c'est finalement le cas d'un réseau de neurones au sens d'un LLM ou du deep learning. Il se construit pas en interaction avec quelque chose. Il est en interaction avec des données, mais en fait, les données, elles sont pas elles-mêmes dynamiques. Hein. Alors, en tout cas, actuellement, justement, on a bien une phase d'apprentissage, une phase d'utilisation du système. Et pour moi, ça fait toute la différence pour se faire une conscience. Je vais même aller allez, je vais prendre un exemple particulier, c'est que si vous regardez ChatGPT 3, il vous dit ah ben non, mais moi j'ai pas de conscience avant 2021, puisque en fait tout ce qu'il a appris c'était jusqu'à 2021. Voilà. Et même si vous regardez les systèmes qui sont maintenant connectés à Internet, donc ils pourraient les nourrir en permanence. En fait, ça ne remet pas en cause leur modèle interne. C'est juste des données supplémentaires, mais leur modèle il est figé, il peut plus bouger. Or, c'est tout ce qui fait notre caractéristique nous en tant qu'humains. Et je pense que ça participe de la conscience. Hein. C'est notre capacité à apprendre. Voilà. Alors, bon, je vais revenir un petit peu en arrière. Ma thèse, je l'ai fait sur l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est une zone au plein cœur du cerveau qui sert à apprendre. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez rien apprendre de nouveau. J'adore ce film de Nolan qui s'appelle Memento. Je sais pas si vous le connaissez, mais ce film est juste prodigieux, voilà, de la manière dont il est construit. Mais même le sujet, je le trouve intéressant, c'est-à-dire ce gars qui ne peut plus rien apprendre de nouveau, qui a une mémoire de tout son passé, mais qui peut plus rien apprendre de nouveau parce que justement il a une lésion de l'hippocampe. Et l'hippocampe, voilà, c'est le siège de nouveaux apprentissages, même s'il y a d'autres manières d'apprendre. Mais on apprend en permanence. Et on sait, par exemple, qu'il y a des nouveaux neurones qui sont générés au sein de l'hippocampe. Voilà, qui naissent au sein de l'hippocampe jusqu'à
il y a une dizaine, quinzaine d'années, on pensait qu'il y avait plus, que notre cerveau, il générait plus de neurones, mais si, en fait, on génère toujours des neurones. Donc, on est toujours capable de générer de la matière à apprendre finalement. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Et pour reprendre tes questions par rapport à la technique aussi, euh, déjà, on aura des machines, enfin pour l'instant, hein, on a des machines avec un nombre figé de processeurs, de mémoire et de choses comme ça, et donc on n'est plus du tout dans la même chose. Et puis par ailleurs, moi je pense que le niveau de complexité est tel que bah, ça serait très difficile à mettre en œuvre. Il y a un truc tout simple, hein, je vais prendre à une échelle beaucoup plus petite, si on prend la mécanique quantique. La mécanique quantique, si vous voulez simuler ne serait-ce que un verre d'eau, comment il passe pas à travers un verre, hein, voilà. Voilà, l'eau elle-même passe pas à travers un verre, ben c'est impossible à faire parce que c'est tellement complexe, voilà que donc imaginez. Donc pour moi, en fait, la mécanique quantique à l'image, au niveau macroscopique, c'est l'équivalent de nos neurones au niveau de l'intelligence humaine et de la conscience. Je pense qu'on est à peu près la même chose. Et donc, voilà, c'est le niveau des difficultés. Mais peut-être qu'il y aura d'autres technologies qui vont permettre de faire ça. Il y avait Asimov que j'aime beaucoup, bah forcément, hein, les robots, l'IA et tout ça. Il avait pensé à des fameux cerveaux positroniques. Voilà, c'était ça qui permettait de résoudre. Bon, peut-être qu'on va avoir un jour des équivalents de cerveaux positroniques. Ah, super, merci beaucoup pour ta réponse. Ouais, c'est hyper intéressant. Et non, bah, en fait, je vais pas continuer non plus dans l'hypothèse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense en termes de système qu'on a, c'est-à-dire on injecte de l'énergie, enfin de l'électricité dans un GPU par exemple, et on va se dire, bon, on va faire une farm gigantesque et avoir une puissance de calcul incroyable. Dans l'hypothèse où on pourrait avoir quelque chose de différents. À nouveau, on parle de potentiel percée au niveau de enfin là, on parle vraiment de l'hardware. Si on arrive à trouver quelque chose de différent du GPU avec des puissances démultipliées, avec ta réponse, ça prouve que même en ayant une puissance de calcul incroyable, ça suffirait pas à amener vers ça, puisque comme tu le dis, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Et il y avait une question, un point, parce que là c'est moi naïvement qui demande, parce que je ne sais pas. C'est vrai que comme tu le dis, donc il y a des nouveaux, donc on a GPT-3, ensuite GPT-4 et ainsi de suite, ou 3.5, on est passé par là, qui sont à chaque fois des nouveaux modèles qui sont mis à disposition. Est-ce qu'il existe des modèles qui sont en constante évolution? C'est-à-dire en fait dont l'apprentissage est permanent. Est-ce que déjà c'est possible et est-ce que ça existe ou il y en a qui sont disponibles aujourd'hui? Alors oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Mais je pense qu'il faut pas s'y prendre pareil. Voilà. C'est tout à fait possible si on prend des technologies qui ont été utilisées pour AlphaGo. Les technologies pour AlphaGo, c'est ce qu'on appelle du reinforcement learning, donc de l'apprentissage par essai-erreur. Hein, je vais le faire en français, c'est un peu comme ça qu'on dit. Et donc, ben voilà, ça apprend en permanence. Alors, ça veut pas dire que ça apprend bien, hein. Ça veut dire que ça apprend en permanence. Je dis ça parce que, bon, vous vous rappelez sans doute de taille, là, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelait, l'intelligence artificielle de Microsoft, qui est devenue Microsoft, nazie en 2 heures, parce que, bah, justement, elle apprenait des autres, elle apprenait n'importe quoi. Et ça pourrait être, ouais, voilà, et malheureusement. Et ça pourrait être ça, en fait, finalement, un système qui apprend en permanence. Il faut des systèmes d'autorégulation, mais on revient à la discussion précédente. En fait, nous, on a dans notre cerveau plein de systèmes qui sont des systèmes de retour qui nous permettent en permanence d'avoir une auto-évaluation de nous-mêmes. Notre cerveau, il est fait partout d'auto-évaluation, d'auto-évaluateurs qui viennent débloquer des systèmes. Voilà, c'est comme ça que fonctionne. Bah, voilà, on parlait de l'hippocampe, mais voilà, il y a le cortex préfrontal qui est impliqué dedans. Il y a les systèmes qu'on appelle les ganglions de la base, qui sont justement les systèmes qui sont à la base des systèmes de récompense, qui sont très impliqués, par exemple, dans les addictions. Et donc, c'est l'orchestration de tous ces systèmes-là qui s'auto-entretiennent les uns les autres, qui vont débloquer des capacités, tout en gardant la capacité d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça, c'est
un réseau de neurones, il peut désapprendre aussi vite qu'il a appris. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. On le sait, par exemple, moi, donc, j'ai travaillé en robotique. Bah, en fait, vous pouvez apprendre à un bras robotique à se déplacer, à faire des jolis mouvements. Et puis, bah, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il puisse désapprendre pour pouvoir réapprendre peut-être un autre mouvement. Donc, on est en apprentissage, désapprentissage en permanence, et on est dans ce flux, cette interaction dynamique qui peut exister. Et effectivement, qui n'est pas le cas des systèmes d'intelligence artificielle actuels, qui sont des systèmes plutôt figés, avec, bah, comme je le disais, hein, et en fait, c'est nouveau, mais c'est très vieux. Hein, ça a commencé dans les années 50. Hein, apprentissage et puis utilisation du système en figeant tout, en bloquant tout, une fois que c'est appris. D'accord, donc on comprend qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui nous séparent encore ou qui séparent les machines et les IA tels qu'on en parle aujourd'hui des humains. Et il y a donc il y a les phénomènes d'apprentissage continu, de désapprentissage, d'apprendre à apprendre. Il y a tout l'aspect social, tout l'aspect moral aussi, parce que finalement c'est un peu de ça dont on parlait, j'ai l'impression tout à l'heure aussi, c'est que une IA elle va juste apprendre, si on la laisse comme ça, elle va apprendre n'importe quoi. Ça va être à nous en tant qu'humains de lui dire quoi apprendre, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est pas moral, mais en même temps on voit qu'à chaque fois ça part dans des extrêmes assez rapidement. Mais est-ce que tu me permets de rebondir à ce que tu dis, parce qu'en fait on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais à quoi ça servirait une IA qui serait consciente? En fait, c'est ça. C'est qu'on a peur de l'IA consciente parce que bah, ça a nourri tous les livres de science-fiction que j'adore. Hein. Mais ça servira à quoi? Ça serait quoi l'objectif à faire plaisir à ces géants de la tech là actuels là qui veulent leur IA omnisciente? En fait, pas vraiment. Si on regarde en tant que voilà qui personne dans un business, on a envie d'avoir des systèmes qui sont des systèmes intelligents et utiles pour l'humain. La conscience, elle est pas si utile. Hein. Je pense que ça répond à cette grande question qui est, je pense, purement humaine. C'est d'où est-ce qu'on vient si on se rend compte qu'on a réussi à créer quelque chose qui est notre égal quelque part, avec beaucoup de guillemets. Je pense que ça commence déjà à répondre un peu à cette question, à se dire si nous on a réussi à créer quelque chose qui est un peu comme nous, ben, c'est-à-dire que peut-être ça commence à répondre un peu à la question de d'où est-ce qu'on vient nous-mêmes. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. C'est plus une question d'une fuite vers l'avant pour revenir aux origines quelque part. Mais comme nous, comment? Comme nous, par rapport à quoi? Parce que si tu reprends justement les vieux démons de l'IA, c'était être capable de faire du raisonnement mathématique. Tu vois, donc voilà, si on est capable de faire du raisonnement mathématique, on est capable de faire comme l'humain, donc on aura gagné. Bon, ça, on l'a fait assez rapidement en fait. Et puis après, on a dit, ah ben non, mais en fait, il faut être capable de reconnaître les choses. Alors voilà, le deep learning est capable de reconnaître les choses mieux que l'humain. Hein. Je sais pas si vous avez vu les performances. Le taux d'erreur chez un humain, c'est 5%, enfin sur une base d'image, et c'est 2% pour une machine. Voilà. Il a même été montré que sur des clichés précoces de rayons X, ils étaient capables de déceler un cancer du sein, là où en fait un médecin n'est pas capable de le laisser. Donc voilà, il y a tout ça. Mais alors, et c'est quoi en fait finalement là tu es en train de dire bah, la conscience, est-ce que c'est ça? Mais est-ce que par exemple Boston Dynamics avec leurs robots là qui sont capables de se comporter comme l'humain, alors là par contre il n'y a pas d'intelligence, hein. Enfin un petit peu, mais pas tant que ça en fait, c'est des systèmes purement automatiques hein, ou quasiment purement automatiques. Moi, je trouve ça juste merveilleux, là aussi, ce qu'ils sont capables de faire. Hein. C'est-à-dire que ça se comporte comme l'humain. Donc là, on a quelque chose qui est comme l'humain. Et je pense et moi, je crois beaucoup à ça. Alors, je suis dans un courant de pensée de l'IA qui s'appelle l'embeddedness, c'est-à-dire la capacité à être incarné dans un corps. Je pense que, bah, je l'ai plus ou moins développé avant, mais je pense qu'on peut bien construire une intelligence que si on a réellement cette capacité d'interaction entre le système intelligent et le monde avec lequel il interagit. Et donc, en fait, quand tu vois ces systèmes de Boston Dynamics, un système qui se comporte comme un humain ou un animal,
bah, t'as envie de lui donner de l'intelligence, même si en fait, à l'intérieur, il y a rien qui est intelligent. Voilà. Et donc ta question de ah ouais, on veut aller vers une quintessence de ce que c'est l'humain, mais en fait l'humain il est tellement polymorphe que finalement je repose la question, mais c'est quoi être en fait être au niveau de l'humain, quoi. Non, c'est très, très intéressant. Je vais dormir là-dessus ce soir. Je suis désolé, mais Non, 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 mais c'est vrai. Enfin, c'est justement c'est ça qui est extrêmement intéressant avec l'IA, c'est que ça fait poser ces questions qui du coup reviennent, même si on parle de prouesses qui sont absolument techniques, ça revient quand même à se poser des questions qui sont très philosophiques sur le pourquoi, le comment et surtout le pourquoi faire, qui est hyper intéressant. Donc, une des choses, je reviens avec une autre question. Donc là, évidemment, enfin, comme tu disais tout à l'heure, l'IA, ça fait que 2 ans que ça existe parce que les LLM sont arrivés. ChatGPT a démocratisé l'utilisation de l'IA. Donc, enfin, ça, c'est un fait avéré, c'est-à-dire que, comme tu dis, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Et on ne parle pas juste d'une calculatrice, on redéfinit, mais au terme d'IA, la détection d'images, la détection d'objets, ça fait longtemps que c'est utilisé. C'était pas, on va dire, une utilisation mainstream, c'est-à-dire que nous, en tant que développeurs, on avait accès à des API de Google, des choses comme ça pour pouvoir l'utiliser. C'était pas la majorité des gens. Aujourd'hui, avec un outil tel que ChatGPT, on a mis entre les mains littéralement de n'importe qui est capable d'utiliser un navigateur Internet la possibilité d'utiliser directement une intelligence artificielle. Est-ce que à nouveau, il y a aussi Sora, voilà, qui a été annoncé, qui va sortir. Donc, techniquement, c'est la possibilité, comme on disait, pour n'importe qui de régler un problème en parlant avec un ordinateur. Ensuite, c'était de générer des images avec la Stable Diffusion. Donc là, on reparle du côté artistique. Sora, qui va normalement carrément permettre de faire des films, enfin, de la vidéo avec. Et quelle serait, selon toi, la prochaine étape d'une utilisation, à nouveau, j'insiste, sur le côté vraiment mainstream, c'est-à-dire que la plupart des gens pourraient utiliser et où les gens se diraient waouh, l'IA a encore évolué, même si pour le coup c'est pas forcément le cas, mais quelque chose qu'on mettrait entre leurs mains et se dirait waouh, ça a un vrai, enfin je peux vraiment faire quelque chose sans avoir de connaissances techniques préalables. là tu me poses une colle. J'ai pas Ouais, vraiment. Non, je non, sais. mais parce que voilà, justement, j'aurais bien aimé inventer ça. Alors, si tu vois, Bien sûr. tu vois, si. Ah ouais. Non, après, j'ai l'impression là dans les choses qui sont quand même en train d'arriver, parce que tu vois, tu dis d'un côté t'as le texte, d'un côté t'as l'image, d'un côté t'as le son, et soit tu le récupères, tu l'analyses parce que tu es capable de le décrire, soit tu le génères. En fait, il y a tout un courant autour donc qui est en train d'apparaître autour des documents complexes. Comment tu es capable et là, c'est vrai que là, on est à un niveau qui ressemble quand même à ce qu'est capable de faire un humain. C'est-à-dire nous là où on est fort, c'est de capable de rassembler des choses complètement différentes et en un tout qui a une cohérence. Donc, la notion de document, alors, le document est lui-même structuré, je pense. Tu vois, tu prends une page, un article ou je sais pas quoi, il y a des images dedans. Et en fait, en utilisant tout ça, tu vas arriver à faire un résumé, tu vas essayer de recréer autre chose. Bon voilà, alors les applis que je connais, c'est tu vas extraire les factures, tu mets une liasse de documents, hop, sur la table et puis il va extraire plein d'informations et puis il va être capable de recouper les informations et puis en plus par rapport à toi, il est capable en même temps d'aller se connecter à une base de données pour vérifier que c'est bien vrai et qu'il n'y a pas une erreur. Donc voilà, moi je vois, enfin en tout cas à court terme là, les choses qui vont arriver, c'est autour de l'intégration multimodale en fait, pour générer un sens qui va émerger de l'ensemble de ces choses. Le tout connecté au réseau, mais ça c'est vraiment un problème compliqué de se connecter au réseau et d'arriver à valider et en fait à faire interagir toutes ces choses-là. Donc je pense qu'il y a encore quelques petits verrous, mais bon, qui vont sauter, moi je pense, d'ici peu. Ok, super, ouais, merci. Faudra que j'essaierai de le mettre en lien, de l'épisode. Il y a une startup que j'avais suivie là-dessus qui permettait justement, et je crois qu'ils avaient reçu énormément d'approbation des grandes entreprises. Alors, par grande, je parle pas forcément en grosses entreprises, mais grandes en termes de données ou d'informations contenues dans leur système. Il faudra que je trouve. Et justement, c'est exactement ce vers quoi ils tendent. C'est un agrégateur multimodal d'informations, c'est-à-dire qui recoupe les records des meetings, les notes internes, les emails,
mails, les notes vraiment d'absolument tout. Et le but, c'est que ça, littéralement, à l'époque, ce que SQL voulait faire pour les bases de données, eux, ils tendent à faire avec les LLM, du coup, une recherche de la donnée dans l'entreprise. Par exemple, je sais pas, on est nouveau, on est mis sur un projet, et ben on peut dire, donne-moi une note en 10 pages sur ce projet-là pour me tenir à jour avec les deadlines et les acteurs principaux. Et boum, ça sort un document qu'on peut lire en 10 pages qui nous résume absolument tout en allant piocher des données qui peuvent avoir été transmises hier, comme il y a 5 ans, depuis le début du projet, quoi. Et ça a l'air assez intéressant pour le coup, pour des grandes entreprises en termes de données éparpillées sur plusieurs pays, plusieurs langues et toutes ces choses-là. En réalité, tu vois, pour moi, ça me fait beaucoup penser à ce que nous promettait le big data. Et finalement, l'IA peut arriver à résoudre toutes les difficultés qui étaient qu'un data lake, à force, il va te transformer en data swamp, tu vois. Hein. Et là, en fait, on a peut-être le moyen d'aller récupérer des choses. Alors, sachant que il y aura toujours le fait qu'on accumule tellement de données que il y a aussi cette question-là, comment on fait pour filtrer ce qui est pertinent et pas pertinent. Et tu vas dire que je reviens en arrière, mais en fait, c'est ça qui fait notre cerveau. Notre cerveau, il est capable de dire, voilà, tout ça, j'en ai pas besoin, hop, je le jette, mais par contre, je vais garder un truc important. Voilà. Donc, si on arrive à ça, on aura un mini cerveau. Mais c'est vrai que si tu fais un meeting, avec 20 personnes pendant 1 heure où tu t'accordes tous pour dire n'importe quoi, ou même sur le ton de la blague, tu vois. Ouais. Mais ça commence à fausser tout le modèle, quoi. Ça va être intéressant. Je suis pressé. On a demandé d'être sur la bêta de Slack. Slack va proposer ça. Tu peux requêter n'importe quoi. Il y a déjà une quantité d'informations incroyables sur Slack, évidemment. Je suis très pressé de voir ce que ça va donner. À quel point ça fonctionne, à quel point c'est utile et utilisable. Mais je suis très pressé. Très bien. J'ai l'impression qu'on a un peu bouclé. On a fini plutôt sur l'aspect produit, ce qui est toujours intéressant aussi. Et ça nous parle, ça nous remet un petit peu les pieds sur terre. Je vais sûrement relire un peu de Asimov ce week-end, je pense. Merci beaucoup Arnaud pour tous ces éclairages. C'était très intéressant de prendre un peu de recul sur tout ça. Et puis on a appris, comme d'habitude, beaucoup de choses. Merci, c'était vraiment très sympa. Toujours un plaisir. Et alors du coup, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Est-ce que tu as une présence en ligne? Alors, quelque chose, un blog? Pas grand-chose à part chez Serly. Sinon, j'ai mon LinkedIn, linkedin.arnaud-revel.fr. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec moi si vous êtes intéressé. Très bien, on vous mettra le lien dans les notes de l'épisode. Merci encore. Pierre, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Moi, toujours donc sur mon site internet pierre.ferret-ferrand.fr et puis toujours sur LinkedIn. N'hésitez pas, si vous voulez passer dans l'émission, envoyez-moi un message. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Ce sera avec grand plaisir. Et merci beaucoup Arnaud, c'était très très intéressant. J'avais encore d'autres questions, mais voilà, on verra. Peut-être une prochaine fois, on ne sait pas, ou on fera quelque chose, mais ça me passionne et pour le coup, il y a une vraie barrière à la compréhension parfois. Donc merci encore d'avoir démystifié des concepts pour nous. C'était très intéressant. Et toi, Julien, du coup, on peut te retrouver où ? On me retrouve sur mon site perso julien.deray.fr. Je dis bien Deray avec un accent. On en parlait en off avant, mais n'essayez pas l'URL avec l'accent, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez nous retrouver, Pierre et moi, sur tech-ronins avec un s.fr pour nous suivre, pour suivre le podcast et puis aussi nos aventures entrepreneuriales, voir si vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour vous, pour votre équipe, votre entreprise, eh bien, passez-nous un message. On se retrouve dans 2 semaines. Au revoir, Arnaud, Pierre. Au revoir. Salut les gars, merci beaucoup Arnaud.